russes annonçaient que les troupes de Moscou étaient invitées au Nicaragua par le président Ortega, notamment pour, je cite, s'entraîner, faire respecter l'ordre. Regardez comment la télévision russe accueille cette bonne nouvelle. La cerise la plus déplaisante sur le gâteau démocratique des États-Unis a été l'annonce sensationnelle du président du Nicaragua, Daniel Ortega. Il a permis aux troupes, aux navires et aux avions russes d'entrer au Nicaragua. Les troupes russes auront le droit d'y entrer au second semestre 2022, bien sûr uniquement à des fins humanitaires. Mais que voulez-vous, si les systèmes de missiles américains peuvent presque atteindre Moscou depuis le territoire ukrainien, il est temps pour la Russie de déployer quelque chose de puissant, plus près d'une ville américaine. Disait la machine à remonter le temps et lancer Kennedy, la baie des cochons, Cuba, c'est reparti. Mais c'était une idée dès le début des Russes. Souvenez-vous, ils avaient contacté les régimes de gauche, entre guillemets de gauche, de la région Venezuela, Cuba et Nicaragua, précisément, au début de la crise. Et puis surtout, ils avaient utilisé l'argument de la proximité géographique en disant « nous, l'OTAN se rapproche de nos frontières, à nous la Russie. Imaginez la même chose si justement, nous les Russes, on arrivait au Nicaragua, à Cuba et au Venezuela » aux portes des États-Unis. Donc vous, les Américains, évidemment, vous seriez aussi furieux que nous. Et comme on a envahi l'Ukraine, sûrement vous lanceriez une opération militaire pour repousser les troupes russes. Donc c'était dès le début que les Russes avaient cette idée en tête, d'essayer de faire un copier-coller de la situation OTAN-Ukraine avec armée russe, Nicaragua, Cuba et Venezuela. Et donc Daniel Ortega, qui est au pouvoir presque sans discontinuer, le président nicaraguayen depuis 1979 et qui depuis toujours est quand même assez proche des Russes, pour utiliser un euphémisme, évidemment a mis en musique cette idée des Russes pour faire encore monter la pression dans cette crise. Voyons ce qu'en pense Ulrich Bouna, analyste géopolitique, spécialiste de l'Europe centrale. Pourquoi est-ce que Daniel Ortega fait ça? Qu'est-ce qu'il obtient en échange? Alors déjà, le timing est quand même très important dans le sens où, comme par hasard, cette annonce est intervenue pile au moment du sommet de Los Angeles, donc sommet des Amériques de Los Angeles, qui était donc piloté par les Américains, duquel sommet donc Daniel Ortega était exclu suite à sa dérive dictatoriale et notamment aux élections du mois de novembre dernier. Donc c'est une façon déjà pour Daniel Ortega effectivement de montrer que qu'il se moque un petit peu des États-Unis, et après, lui, ce que Daniel Ortega a gagné, mais un petit peu comme l'ensemble des régimes mis à l'index qui sont soutenus par la Russie, que ce soit en Syrie, en République centrafricaine ou au Mali, c'est de la stabilité, en fait, en grosso modo, et obtenir finalement un partenaire sécuritaire comme l'armée russe ou les milices Wagner dans d'autres pays, mais finalement qui lui apporte une sorte de garde prétorienne qui assure sa sécurité à long terme. Parce qu'en fait, ils contribuent, ces soldats, c'est déjà produit dans le passé, je crois, à maintenir l'ordre également et à lutter contre le trafic de drogue, etc. Donc c'est un peu du donnant-donnant. Tout à fait. Alors effectivement, donc c'est effectivement au sein de leurs prérogatives. Donc il y en a 3 suite aux accords qui ont été signés récemment. Donc formation, effectivement maintien de l'ordre et secours humanitaire en cas d'urgence. Après, sur la partie maintien de l'ordre et trafic de drogue, je rajouterais quand même peut-être un petit élément qui est que le régime de Daniel Ortega est fortement soupçonné en fait de participer en tout cas de tolérer que le Nicaragua soit une plaque tournante du trafic de drogue. Il est donc peu probable que l'arrivée de soldats russes soit véritablement orientée sur la lutte contre le trafic de drogue. Je le vois vraiment plus comme juste un soutien garde prétorienne au régime de Daniel Ortega. Est-ce qu'on pourrait imaginer des troupes russes sur le sol du Nicaragua, des missiles russes sur le sol du Nicaragua et des cargos russes arrivant au Nicaragua pour pouvoir y décharger du matériel militaire? C'est un peu toute la question. Pour l'instant, on parle donc effectivement de troupes qui viendraient temporairement pour apporter un soutien
donc voilà, temporaire à des fins de formation. La question est de savoir effectivement si est-ce que les Russes en profiteront et finalement profiteront un petit peu de l'isolement du Nicaragua pour construire une véritable base, comme une base militaire comme celle de Tartus en Syrie. C'est la véritable question, c'est dur à dire. Ce qui est certain, c'est que en parallèle en fait de cet accord russo-nicaraguayen, en fait, les Nicaraguayens ont aussi permis à d'autres flottes, comme la flotte cubaine ou la flotte vénézuélienne, d'entrer dans ces ports. Il est donc pas improbable qu'on voit en fait certains de ces pays, enfin c'est un petit peu ces 3 pays, se coordonner peut-être pour faire des genre de manœuvres ensemble. Après, est-ce que la Russie aura les moyens et les capacités, et est-ce que le Nicaragua ira jusqu'à autoriser une base russe sur son territoire? Ça reste à voir. Vous restez avec nous. Je me retourne vers vous. On va peut-être commencer par le téléphone rouge qui a été inventé, entre guillemets, pour éviter que tout saute à Cuba il y a quelques années de cela. Oui, exactement. C'était la célèbre histoire de la baie des cochons, où effectivement on a frôlé la Troisième Guerre mondiale, mais où on a décidé d'installer ce fameux téléphone rouge pour que les présidents russes et soviétiques à l'époque et américains puissent se parler directement. Mais là où on sent que Daniel Ortega quand même ne se sent peut-être pas tout à fait tranquille dans cette proposition évidemment spectaculaire d'inviter les Russes au Nicaragua, c'est qu'il a demandé au Parlement aussi de voter une loi permettant aux Américains de venir justement pour s'organiser en termes d'opérations humanitaires. Donc on sent quand même qu'il comprend que les Américains, si jamais demain il devait y avoir une base russe aux portes... Qu'est-ce qu'ils feraient d'ailleurs, les Américains déjà, je pense qu'ils interviendront avant même que la base russe puisse commencer à être construite. Comme les Russes en Ukraine. Ah oui. Bah oui. Ils ne peuvent pas tolérer qu'à proximité de chez eux se trouve une vraie base russe. Je ne parle pas de quelque chose qui ressemblerait à rien, mais imaginez ce qui se passe en Syrie, par exemple. C'est pas tolérable, c'est pas possible. On ne peut pas imaginer une base qui permette aux Russes de ravitailler des sous-marins, de ravitailler des bâtiments de guerre, de disposer d'armements, de stocks d'armes, etc. Ça, c'est pas tolérable. Donc ça veut dire que le président local sait qui joue sa tête s'il continue ou pas? Non, ça va nous ramener à des types de crises comme celle que Catherine était en train de développer. C'est-à-dire qu'à l'époque, Cuba, vous vous souvenez, vous avez eu d'abord le fameux débarquement de la baie des Cochons, qui a été une phase qui a évidemment cristallisé les relations entre les Américains et Cuba. Puis vous avez eu en 62 la crise des missiles de Cuba, où, suite à l'installation de missiles américains en Turquie et en Italie... Oui, mais les Américains avaient installé des missiles en Turquie et en Italie. Et donc les Russes ont décidé d'en installer à Cuba avec l'accord des Cubains, qui évidemment était très favorable, puisqu'ils étaient en friction très forte avec Kennedy et avec le gouvernement américain de l'époque. Et à ce moment-là, il y a eu cette crise très violente et qui sans doute est celle qui nous a ramené le plus près d'une guerre nucléaire dans le monde, au cours de laquelle Khrouchtchev et Kennedy ont fini par s'accorder, par inventer le téléphone rouge, et on a fait redescendre la pression. Les Américains ont enlevé leurs missiles de Turquie, les Russes ont enlevé les morceaux, puisqu'ils n'avaient pas encore assemblé de missiles qu'ils avaient prévu d'installer à Cuba, et la pression est retombée. On est revenu à une pression un peu de ce type-là, si vous vous souvenez, entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, lorsque les Russes ont installé les missiles SS-20. Ça a été une crise énorme, début des années 80. Les Américains ont décidé d'installer des missiles Pershing, en contrepartie, en Allemagne de l'Ouest. À l'époque, on ne savait pas très bien quelle allait être la position de la France, puisque en 81, François Mitterrand était devenu président de la République. Il avait des ministres communistes dans son gouvernement. On ne savait pas si la France était plutôt pro-soviétique, enfin soviétique ou pro-OTAN. Et à ce moment-là, Mitterrand est allé à Berlin. Il a dit les missiles sont à l'est, les pacifistes sont à l'ouest. Comme les pacifistes manifestaient sans arrêt contre l'installation des missiles Pershing américains, les Russes, finalement, ont reculé. Ils ont compris que les Français n'étaient pas avec eux, que la France, c'est quand même un des 5 pays qui a le droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est quand même une puissance nucléaire. Et donc, les Russes ont reculé. Ça a été la deuxième grande crise nucléaire. Et puis, là, on est peut-être en train de vivre la troisième, c'est pas encore établi. Alors, pas certain. Je rebondis sur ce que vous dites et ce rapport qui paraît aujourd'hui de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm et qui nous dit que le nombre d'armes nucléaires va augmenter dans le monde du fait de cette
de cette guerre en Ukraine, du fait aussi qu'on s'est énormément désarmé. On demandera aussi à Ulrich Bouna ce qu'il en pense, mais on pourrait revenir à des niveaux ou tendre vers des niveaux de guerre froide. Alors c'est absolument certain, puisque d'abord c'est une chose qui se produit depuis 30 ans, c'est-à-dire que vous avez eu à la fin des années 80, avant la chute de l'Empire soviétique, des négociations sur le désarmement qui avaient amené à réduire fortement les armes nucléaires à l'Est et à l'Ouest, ce qui s'est produit. Et puis progressivement, petit à petit, il y a d'autres nations qui sont devenues des nations, des puissances nucléaires. Et là, vous avez le Pakistan, vous avez la Corée du Nord, vous avez quelques pays qui se sont déclarés, comme l'Afrique du Sud, mais qui en même temps a détruit ses armes. Vous avez Israël, dont on est certain qu'ils ont des armes nucléaires, etc. Donc discrètement, tout ça, petit à petit, c'est en train de s'organiser. Et puis vous avez quand même, depuis une vingtaine d'années, une difficulté pour les grandes puissances nucléaires à augmenter leur arsenal ou à moderniser leur arsenal. Parce que les opinions publiques n'y sont pas favorables et donc préfèrent que les budgets soient dépensés pour autre chose. Or, il se trouve que grâce à cette crise qui remet le nucléaire, je dirais, sur le devant de la scène, tout le monde va moderniser et donc tout le monde va augmenter. Ça, c'est certain. Merci beaucoup. Merci Ulrich Bouna d'avoir été avec nous.